Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout pour ma santé. Donc je me présente, moi c'est Alexandre Offray, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, coach sportif. Je pratique aussi beaucoup le cyclisme et le trail running depuis maintenant plus de 20 ans. Dans ce podcast, on va parler des troubles digestifs à l'effort, les problèmes gastro-intestinaux. Je vais vous donner toutes les solutions que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien, mais aussi les réflexes à prendre le jour J pour prévenir et soulager, soigner les syndromes, les symptômes digestifs que vous pouvez avoir. Parce qu'il est clair que quand on fait un sport d'endurance sur plusieurs heures d'effort, parfois sous forte chaleur, c'est le cas en course à pied, en trail running, en vélo sur des longues distances, en triathlon quand vous faites des Ironman, on a tendance à malheureusement avoir pas mal de soucis digestifs parce qu'on sait qu'il y a quand même plus d'un athlète sur deux, un sportif sur deux, qui galère avec des problèmes digestifs pendant les courses, le jour J, et ça perturbe complètement forcément le bon déroulement de notre course. On sait qu'on peut même finir par abandonner, c'est une des causes les premières de l'abandon. Et puis surtout, si on ne peut plus s'alimenter et s'hydrater correctement à l'effort, le corps ne fonctionne plus correctement, on a les muscles qui commencent à ne plus pouvoir fournir suffisamment d'énergie, on a une énorme fatigue qui s'installe, et ajouté à cela, on a plus de dommages musculaires parce qu'on sait que quand on consomme plus d'aliments et d'énergie de glucides à l'effort, on prévient aussi, on retarde l'apparition des courbatures, des douleurs musculaires, hyper important quand on fait des sports longue distance parce que c'est un facteur limitant de la performance, encore plus que certaines données qu'on peut d'habitude utiliser, à savoir la VO2 max ou votre niveau initial. Là, si vous arrivez à vraiment prévenir les troubles digestifs, à bien vous alimenter, bien vous hydrater, vous allez franchir un cap et bien plus vous éclater au sein de vos objectifs. Donc dans ce podcast, on va énumérer déjà un peu les symptômes digestifs classiques qu'on peut retrouver, on va pas s'y attarder. On va surtout aussi présenter les causes pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi on a des troubles digestifs, et ça sera plus parlant du coup pour ensuite présenter les solutions. Au quotidien, on va y aller de façon chronologique. Au quotidien, ce que vous pouvez faire pour être certain que votre système digestif fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème en amont. Ensuite, on va zoomer sur l'avant-course, les jours qui précèdent la course, qu'est-ce qui est à éviter, qu'est-ce qui est plutôt conseillé pour limiter, prévenir les troubles digestifs. Et puis aussi ce que vous allez pouvoir mettre en place le jour J. On parlera un tout petit peu de ce qu'on appelle aussi le gut training, qui est un entraînement du système digestif avec un protocole à tester pendant votre phase de prépa à l'entraînement pour établir votre stratégie nutritionnelle, mais aussi pour améliorer la tolérance, les capacités de votre système digestif à absorber l'alimentation, mais aussi l'hydratation pendant votre effort sans souffrir au niveau du ventre. Ça, je le présenterai en détail dans le futur épisode de mon podcast parce que ça prend du temps et vous allez voir que déjà on a matière au sein de cet épisode à présenter beaucoup de choses en amont. Ces choses-là, ce sont la priorité au départ avant même de tester autre chose. Il faut que tout soit clean dans votre quotidien. Je me permets de vous présenter tout ça tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que au travers de mon parcours sportif, j'ai eu pas mal de galères, même beaucoup de galères au niveau digestif. Ça m'a entraîné pas mal d'abandon, mais aussi en testant plein de solutions, des réussites, des belles réussites. Et j'ai un peu vraiment tout creusé à ce niveau-là. Sachant que ça fait des années que je m'intéresse à tout ça, que je teste les protocoles, que je lis un peu tout ce qui se fait au niveau de la littérature scientifique sur le sujet. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Et aussi parce que, deuxièmement, malheureusement, le contenu en français sur tout ça est pas suffisant à mon sens, alors qu'il est très riche chez les anglo-saxons. Et j'ai eu la chance de collaborer ou de communiquer avec vraiment des nutritionnistes qui sont à la pointe de la recherche et qui sont aussi sur le terrain, qui ont pu me partager leurs connaissances. Donc c'est vraiment tout ça que je veux vous transmettre au sein de ces épisodes pour vous aider à résoudre vos symptômes digestifs. Les symptômes les plus courants qu'on peut souffrir pendant l'effort, ils sont classiques. On a tous des symptômes différents, mais en soi, ce sont toujours les mêmes. Ça va être les nausées, vomissements, ça peut être des diarrhées. On va avoir aussi éventuellement des ballonnements, des gaz.
avec un inconfort, avec des douleurs abdominales, des crampes d'estomac. Certains vont même avoir des reflux gastriques, avec des remontées régulières, envie urgente de déféquer, puis des étourdissements. Donc les étourdissements qui sont associés au fait que à force, ces symptômes douloureux ont un impact sur l'ensemble de notre corps. Donc ça perturbe nos performances, ça peut nous pousser à l'abandon, on se sent vraiment pas bien, ça devient un supplice, c'est déjà assez dur comme ça le sport et les efforts longue distance. Et puis au quotidien, si vous avez certains de ces problèmes-là, c'est problématique aussi, ça veut dire que votre système digestif fonctionne pas très bien, votre récupération est perturbée, vous pouvez moins bien vous entraîner. D'où l'intérêt de bien travailler tout ça en amont. Ensuite, on va présenter dès à présent les différentes causes qui peuvent être à l'origine et qui justifient l'apparition des troubles digestifs à l'effort. Si vous comprenez ces causes, vous allez comprendre beaucoup de choses, notamment par rapport aux solutions à mettre en place derrière qu'on va détailler, mais aussi peut-être que ça va vous permettre de trouver vos propres solutions à vous, vos propres idées pour pouvoir bien vous soulager. Donc si on commence par les causes des troubles digestifs à l'effort. Donc on sait quand on fait un effort physique prolongé et intense, c'est-à-dire surtout au-delà de 2 heures d'effort, à une intensité supérieure à celle de l'endurance, on retrouve une diminution du flux sanguin. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire une partie du volume sanguin qui habituellement est présent dans vos intestins doit migrer et rediriger vers les muscles qui forcément sont en activité. Donc vos muscles ont plus de sang, ont besoin de plus de sang, notamment pour l'oxygène, pour fournir suffisamment de nutriments. Et par conséquent, il y en a moins dans votre système digestif. On a jusqu'à 80% de sang en moins qu'au repos dans nos intestins. Donc forcément, moins de sang, ça veut dire que les fonctions digestives sont perturbées, que la digestion est perturbée et qu'on a du mal à absorber ce que l'on consomme. On a aussi une réduction de la vidange gastrique. Tout simplement, ça veut dire que votre estomac il a du mal à se vider, à se vidanger, pour bien évacuer les liquides et les aliments qu'il contient. C'est pour ça que parfois on va avoir des remontées, des reflux, des crampes d'estomac, des nausées, même des vomissements. On verra ensemble comment faire, notamment au niveau de l'hydratation, pour faciliter cette vidange gastrique, parce qu'il y a quelques techniques à connaître. Ensuite, on a aussi une perméabilité intestinale qui s'installe. En fait, la paroi de vos intestins pendant un effort physique, d'autant plus lorsqu'on fait de la course à pied, a tendance à être ponctuellement endommagée. Vous avez une perméabilité qui s'installe au niveau des intestins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, votre paroi, elle est là pour protéger. En gros, la paroi intestinale a un des rôles importants, c'est de laisser les nutriments passer pour pouvoir intégrer votre organisme, mais elle veut filtrer les substances qui sont néfastes, les toxines, les bactéries, les microbes qui, eux, ne doivent pas rentrer dans notre corps. Et si la paroi intestinale devient perméable, il y a tout un tas de choses qui peuvent s'installer, il y a une inflammation qui peut s'installer, et ça cause des symptômes divers et variés au niveau digestif, voire même, on peut justifier les symptômes associés. Des fois, on a les étourdissements, on a vraiment une fatigue énorme, on se sent presque un peu fiévreux avec un état presque grippal quand on n'est vraiment pas bien et qu'on a des gros soucis digestifs et qu'on essaie de pousser dessus à l'effort. Voilà, ça c'est surtout associé à ça. On a aussi tout simplement les secousses répétées. Quand on fait de la course à pied, quand on fait du trail running, on a tout le temps des secousses à chaque foulée. Ça secoue le système et le tube digestif et ça peut finir par irriter la paroi intestinale. On a retrouvé dans les études des petits micro-saignements qui ponctuellement ne sont pas censés être dangereux, mais qui peuvent favoriser cette inflammation et la perméabilité intestinale qu'on vient de voir avant. Il y a aussi la posture. Alors la posture, c'est surtout à vélo. Quand on est cycliste, avec la position plutôt aérodynamique, en roulé couché en avant, on a tendance à avoir une pression accrue sur le système digestif au niveau de l'abdomen, et là, du coup, on peut favoriser des troubles digestifs.
Il y a les intolérances alimentaires aussi qui sont des causes importantes. On va les détailler un peu ensemble parce qu'il y a certaines personnes qui réagissent mal quand ils prennent de la caféine, trop de fibres, des graisses, des édulcorants artificiels. Il y a aussi le lactose, le gluten, les FODMAP. Voilà, tout ça, ça peut favoriser les troubles digestifs à l'effort chez le sportif, vraiment chez les plus sensibles. Mais on va y revenir parce que vous allez voir que c'est plus simple qu'il n'y paraît. L'idée, c'est pas de tout arrêter et de tout supprimer pour aller mieux, bien au contraire. Et puis, il y a aussi la déshydratation. Ça, c'est un facteur clé parce que on a vu que le volume sanguin était moindre à l'effort dans le système digestif. Et quand on fait un effort physique et qu'on a tendance donc à avoir une perte hydrique avec la sueur notamment, aussi la respiration, on a besoin de combler cette perte. Pourquoi? Parce que si on se déshydrate, on réduit le volume sanguin. Donc déjà qu'on n'a pas assez de sang dans les viscères, si en plus avec la déshydratation on a moins de sang globalement dans le corps, on va encore plus augmenter les risques d'avoir des problèmes digestifs. Ensuite, il y a le stress et l'anxiété. Stress que l'on ressent avant une course, avant un entraînement intense, pendant une compétition. Ça vient perturber les fonctions digestives. Et en dernier, on a les médicaments. C'est la dernière cause la plus fréquente. Ne prenez pas de médicaments, notamment tout ce qui est aspirine anti-inflammatoire, pendant l'effort. Ça a des effets secondaires qui peuvent être graves et dangereux sur le système digestif. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube à propos des anti-inflammatoires chez le sportif. C'est vraiment important de bien vous informer là-dessus. Donc globalement, ces différentes causes, elles peuvent coexister et c'est ce qui va créer tous ces petits soucis qu'on peut retrouver à l'effort. Donc ce qui est important aussi de préciser, c'est que si vous, actuellement, là, déjà, vous avez des problèmes intestinaux récurrents, au quotidien notamment en plus, et pas que à l'effort, surtout, perdez pas trop de temps et essayez au maximum de vous rapprocher d'un médecin du sport ou d'un nutritionniste qualifié. Vous pouvez m'envoyer éventuellement un email sur mon formulaire de contact, sur mon site toutpourmasanté.fr. Je pourrais peut-être vous aider, vous orienter vers les bonnes personnes. Voilà, pour vraiment résoudre tout ça, parce que ça peut nettement gâcher votre pratique sportive. J'ai connu ça par le passé. J'ai malheureusement eu pas mal de soucis que j'ai réussi à régler au fur et à mesure, notamment grâce à l'aide de personnes très compétentes, des nutritionnistes qualifiés, qui ne sont pour la plupart plutôt des gens qui travaillent en dehors de la France, mais qui ont vraiment un impact fort et qui travaillent beaucoup dans la recherche sur la nutrition du sportif. Et c'est pourquoi aussi je voulais faire ce podcast et que vous allez pouvoir y retrouver beaucoup de leurs conseils, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec eux, plus de travailler sur les différentes études pour tout simplement chercher des solutions à mon propre problème. Puis en me rendant compte qu'on était tellement nombreux, essayer de vraiment aller au bout des choses pour en faire quelque chose de concret et de pertinent à tester. Donc ensuite, là, je vais vous détailler, on va voir ensemble les solutions pour résoudre les troubles digestifs. J'ai essayé de les mettre dans un ordre logique. La première, et ça c'est important, c'est déjà au quotidien, lorsque vous consommez votre alimentation quotidienne, essayez au maximum d'éviter les aliments qui peuvent perturber votre digestion ou qui peuvent avoir un impact négatif sur votre système digestif, qui ont tendance à être un peu stressants, à créer une petite inflammation. Donc ça, je vous en parle tout simplement parce que avant, lorsque j'ai débuté, quand j'ai commencé avec le trail running et j'ai commencé mes premières courses et que j'ai subi ces problèmes digestifs, j'ai voulu surtout me concentrer sur l'alimentation course en me disant c'est sûr, ça vient de ce que je mange en course, et du repas ou de juste avant la course et de la veille. Je l'ai fait, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai testé 50 millions de choses. Et en fait, j'ai jamais réussi à trouver quelque chose qui fonctionnait. Pourquoi? Tout simplement parce que dans mon quotidien, j'avais des symptômes déjà digestifs qui étaient perturbants et qui étaient alors pas forts au point d'être considérés comme une pathologie, mais qui étaient très délicats. Donc premièrement, si on veut être sûr que l'alimentation soit adaptée, il faut que vous mangiez suffisamment de calories. Faut pas que vous soyez en déficit énergétique sur des jours et des jours, des semaines et des mois. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas assez d'énergie,
votre corps, alors que vous faites du sport, alors que vous vous entraînez dur, votre corps il se met en mode défense. Et quand il se met en mode défense, il veut conserver l'énergie au maximum pour bouger, parce qu'il n'a pas le choix. Quand vous allez courir, quand vous allez faire du vélo, quand vous allez vous entraîner, il y a une certaine quantité d'énergie à produire pour votre effort, ça il doit la sortir. Donc il doit réduire l'énergie qu'il dépense pour les fonctions du corps, à savoir les fonctions hormonales, les fonctions endocrines, les fonctions immunitaires, mais aussi les fonctions digestives. Donc souvent, chez les gens qui ont des soucis digestifs quand ils sont sportifs et qui sont chroniques, récurrents au quotidien, on peut en première cause retrouver un déficit énergétique du sportif, ce qu'on appelle le RED-S en anglais, c'est-à-dire qu'on a globalement pas assez de calories par rapport à votre dépense énergétique. Donc faites bien attention si vous sentez que vous avez souvent faim, que vous avez un poids faible, ou à l'inverse que vous avez jamais d'énergie, pourtant vous n'êtes pas forcément très affûté, parce que ça veut pas forcément dire que lorsqu'on n'est pas hyper sec, on a forcément assez de calories. Non, pas toujours. C'est le paradoxe de ce syndrome. Si vous sentez que vous récupérez pas du tout d'un effort à l'autre, d'un entraînement à l'autre, prenez le temps d'analyser un peu tout ça et de voir ce qu'il en est. Vous pouvez vous rapprocher d'un professionnel pour analyser tout ça. Vous pouvez aussi tout simplement augmenter la quantité de glucides, des glucides de qualité, avant votre effort, avant vos entraînements, et puis pendant vos entraînements, et on verra ensemble les recommandations. Pour déjà avoir plus d'énergie, ça peut relancer un peu les choses. Une fois que vous avez vu ça, vous devez absolument voir ce qui potentiellement peut causer problème dans votre alimentation. La première, ça peut être les épices. Il y a des gens qui finalement se rendent pas forcément compte, mais certaines épices ont tendance à à perturber les fonctions digestives. Encore une fois, on est tous différents. Là, je vous donne des pistes à explorer si vous avez vraiment envie de voir. Pour ma part, les épices, j'en consommais régulièrement avec du curcuma, avec de la cannelle notamment. Et en fait, ça c'était pour moi en fait une source énorme de problèmes digestifs, de beaucoup de ballonnements, de gaz et de galères. Et depuis que j'ai arrêté, ça m'a énormément soulagé. J'ai beaucoup moins de problèmes à l'effort. Ensuite, il y a la caféine contenue dans le café ou le thé. Ça, c'est très dépendant d'une personne à l'autre là aussi. Il y en a qui vont n'avoir aucun souci avec la caféine et d'autres qui ont des galères. Le problème, c'est que souvent, ça fait très longtemps qu'on consomme de la caféine. Donc, on considère qu'on la tolère bien. Le seul moyen de savoir si vous êtes bien, c'est d'arrêter le café ou arrêter le thé, supprimer la caféine pendant au moins 2-3 semaines et voir après derrière comment vous vous sentez. Petit aparté, petite anecdote, moi c'est quelque chose que j'ai fait régulièrement dans mon parcours sportif, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, et à chaque fois que j'arrêtais, je voyais une énorme différence. Donc j'ai vraiment vu qu'il y avait un impact sur mon système digestif, mais en plus, personnellement, je pense que je réagis mal à la caféine et je me sens vraiment mieux au quotidien, mentalement, avec beaucoup plus d'équilibre dans l'énergie que j'ai au quotidien, et puis mon sommeil. Le sommeil est devenu bien plus qualitatif depuis que j'ai arrêté la caféine. Donc le mieux c'est de tester. Et ensuite il y a d'autres aliments. Donc forcément si vous consommez une alimentation qui est riche en produits transformés, un peu dit malbouffe, c'est plutôt irritant. Vous avez pas mal de produits entre guillemets chimiques, d'édulcorants, artificiels, des conservateurs. Tout ça, c'est très irritant pour la paroi digestive. Donc, il faut essayer vraiment de consommer une alimentation saine, équilibrée, la plus simple et naturelle possible. Pour ça, j'ai fait une vidéo complète sur YouTube sur la nutrition sportive. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube en tapant nutrition sportive sur ma chaîne Alexandre Offray et vous verrez qu'il y a quand même des bases à mettre en place. C'est vraiment important. Si vous n'avez pas les bases, c'est compliqué après derrière de voir qu'est-ce qui peut poser problème. Puis ensuite, il va y avoir entre guillemets des détails qui peuvent se surajouter à ce qu'on vient de voir. Ça peut être les produits laitiers. Chez les personnes qui sont intolérantes, par exemple. Ça peut être aussi le gluten. Chez certaines personnes, on se rend compte que finalement, il y a besoin d'éliminer le gluten parce qu'on a des soucis digestifs récurrents. Ça, si vous voulez le faire et si vous le sentez, vous pouvez.
mais c'est pas mal de se rapprocher d'un nutritionniste parce que c'est quand même parfois compliqué, même si maintenant on a des outils pour le faire par nous-mêmes. Et c'est pas forcément la priorité. Souvent, il faut d'abord commencer par les bases qu'on vient de voir avant de se jeter dans tout ça. Et ensuite, avant l'effort, ce qui peut perturber la digestion et que vous pouvez un peu éviter, ça va être effectivement les produits laitiers. Pourquoi pas? Il y a les fibres. Faut faire attention parce que quand on consomme une alimentation saine, équilibrée, on consomme beaucoup d'aliments naturels. On va avoir donc beaucoup plus d'apports en fibres. Si vous vous mettez à manger énormément et parce que vous vous entraînez beaucoup, vous allez forcément consommer beaucoup plus de fibres. Ça peut avoir un impact sur votre fonction digestive. On va voir que donc les fibres, c'est super important, on en a besoin jusqu'à une certaine limite. On parle de 30 à grand max 60 grammes de fibres par jour. Voilà, jusqu'à cette limite-là. Au-delà, et ça a été mon cas parce que je faisais beaucoup de volume d'entraînement et je consommais plutôt des aliments très sains, j'avais 70, parfois même 80 grammes de fibres à la journée. Et on ne pense pas, mais c'est fréquent d'avoir ça chez les sportifs qui font des gros volumes d'entraînement, donc qui consomment beaucoup de calories par jour. Donc là, pour le coup, effectivement, on est obligé de réduire les fibres. Mais en dehors de cette situation, si vous ne faites pas des 15, 20, 25 heures de sport semaine, vous n'avez pas forcément de raison, logiquement, vous devez bien les tolérer. C'est très important pour le bon fonctionnement de votre système digestif, la diversité, la variété de votre flore intestinale. Et ça aussi, ça va être utile et protecteur pour que votre ventre fonctionne bien à l'effort. Mais on va voir que, par contre, les fibres, juste avant une course et juste avant un effort très intense, attention, là c'est différent, c'est une autre histoire. Et puis, on a aussi, parfois, on parle des boissons riches en fructose en dehors du sport, tout ce qui est jus de fruits, parfois certains sodas, s'il y a beaucoup de fructose dedans, il y a des personnes qui les tolèrent mal, donc vous pouvez tester, si vous avez l'habitude de boire beaucoup ce genre de boissons, vous pouvez les retirer. Et enfin, la dernière chose, j'en parle, mais c'est pas l'objet du podcast, ce sont les FODMAP. Alors les FODMAP, c'est des composés alimentaires dont on retrouve dans beaucoup d'aliments. Les fruits, les légumes, les céréales, les noix, les légumineuses, les lentilles, les produits laitiers, dans beaucoup d'aliments qui contiennent du gluten et dans beaucoup d'aliments transformés qui contiennent des édulcorants, des conservateurs. Ce sont des résidus alimentaires qu'on a du mal à digérer, qui peuvent créer beaucoup de gaz, de fermentation, et ça peut perturber les fonctions digestives. Ça s'appelle FODMAP vous pouvez aller sur tout simplement le site de l'université de Monash, SCH, qui est situé à Melbourne en Australie. Vous tapez FODMAP Monash et là vous allez avoir toutes les explications, vous faites la traduction en français. Et là c'est eux qui ont vraiment mis en place ce régime. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que chez les personnes qui ont vraiment testé tout ce qu'on vient de voir, qui arrivent au bout des choses, mais qui n'arrivent pas à améliorer les symptômes digestifs, il y a l'option low FODMAP comme régime, juste avant la course, sur les 7 jours qui précèdent la course, on a vu de réels bénéfices avec une réduction des symptômes gastro-intestinaux à l'effort chez beaucoup de participants dans les études. Et pour le faire, il faut juste connaître la liste des aliments qu'on doit éviter et ceux qu'on peut consommer. Comme c'est un peu technique, vous allez sur leur site, ils ont même une app, vous pouvez l'utiliser. Moi je l'ai pratiqué, je l'ai utilisé, ça m'avait aidé à une période parce que ça m'avait soulagé, ça retire un stress, chez certaines personnes en tout cas, d'éviter ces aliments-là avant l'effort et pendant votre course. Voilà. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même, d'autres que vous n'allez pas forcément pouvoir faire vous-même. Si vous êtes en galère, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à vous rapprocher d'un nutritionniste pour qu'on puisse trouver une solution parce que c'est primordial si vous voulez vous éclater dans votre sport. Ensuite, on va vraiment parler de ce qui se passe avant une course. Avant une course ou voire même avant un entraînement intense. Donc avant l'effort, le dernier repas, on le prend 2-3 heures avant le départ, pas plus. On évite que ce soit un énorme repas, on limite au max la quantité de fibres, de graisse, pas d'épices, on mange un petit peu de protéines et surtout on prend des glucides faciles à digérer.
riz blanc, pâte ordinaire, pain blanc, et des protéines maigres un petit peu, poulet, œufs, jambon. Ah, c'est pas le moment de manger des céréales complètes, des graines, des légumineuses, des fruits, des légumes. C'est un peu particulier, certes, parce qu'on vous dit toujours de plutôt manger ce genre de choses, mais là, on veut simplifier. On veut manger des choses qui ont peu ou pas de fibres pour que la digestion se fasse de façon optimale et qu'on n'ait pas de résidus au niveau du système digestif pour limiter les symptômes. Donc on est vraiment à l'antithèse de ce qu'on vient de voir pour la bonne alimentation quotidienne. C'est normal, c'est ponctuel, c'est bénéfique pour le sport. Donc retenez bien, avant donc le dernier repas d'avant course, et puis on va voir aussi le protocole pour les jours avant course, c'est vraiment important de vous dire, ok, je vais pas forcément avoir les mêmes recommandations, je vais pas faire la même chose exactement que lorsque je suis dans mes habitudes alimentaires en temps normal. Toutefois, même si on change et qu'on simplifie l'alimentation, c'est pas le moment de tester de nouvelles choses. C'est pas le moment d'introduire des aliments que vous consommez jamais, parce que l'erreur en fait c'est de se dire en temps normal j'ai mon régime alimentaire, mais bon il y a pas mal de fibres, pas mal de choses qui peuvent être un peu difficiles à digérer, donc avant la course je retire tout ça. Puis je m'oriente vers des aliments que j'ai jamais l'habitude de manger en temps normal. Non, c'est risqué. Idem si vous vous orientez vers une boisson que vous avez jamais bu avant l'effort ou pendant l'effort, ou vous voulez tester un complément, parce que vous en a parlé, puis vous dites je vais prendre un peu de caféine, j'en prends pas beaucoup d'habitude, mais là je vais charger un peu, ou je vais tester un complément, un peu de créatine ou je ne sais quoi, et ben là vous allez c'est vous tirer une balle dans le pied parce que vous savez pas comment vous réagissez. Tout ce qu'on voit là, il faut le tester en amont à l'entraînement. Votre dernier repas qu'on vient de voir, vous devez le faire avant plusieurs de vos entraînements sorties longues, notamment pendant votre prépa, pour pouvoir vous habituer, pouvoir vous dire ok, ce repas-là, je suis confiant, j'ai l'habitude, je le pratique régulièrement, riz blanc, jambon, voilà, super, un peu de sel, on est bon, je sais que ça passe bien, je ne change pas. Ça peut être autre chose, voilà. L'idée c'est si vous voyez que ça fonctionne chez vous, ne changez pas. C'est ça qui est important. Mais ne testez rien de neuf et de nouveau avant une compète, c'est ce qu'il y a de pire. Ensuite, avant la course, donc avant même le dernier repas, donc la veille et voire même, franchement idéalement, 3 jours avant la course, c'est vraiment important de limiter au max. Donc on change un peu ses habitudes alimentaires. On veut limiter au max les fibres. Tout simplement parce que les fibres, on ne peut pas les digérer. Ce sont des composés alimentaires qui restent dans le système digestif, qui sont surtout utiles pour protéger notre paroi intestinale, qui sont utiles pour nos bonnes bactéries, pour avoir un bon équilibre, une bonne variété, une richesse dans notre flore. Donc ça c'est cool, mais par contre ça accélère le transit et puis ça fait de la matière dans le système digestif qui est donc indigeste et qui forcément pousse à avoir plus de quantité à déféquer et des besoins d'aller aux toilettes. On ne peut pas arriver dans ces circonstances-là avant une course parce que forcément on augmente les risques d'avoir des envies urgentes, des diarrhées, d'accélérer même la perte de liquide puisque les fibres peuvent attirer l'eau dans le système digestif. On va avoir plein de ballonnements, des bruits d'eau là, des flocs qu'on entend. Ça peut être justifié. Moi, je sais que personnellement, quand j'avais trop de fibres dans mon alimentation, j'entendais tout le temps comme je secouais un bidon dans mon système digestif, quoi. C'était plein de flotte et c'était beaucoup associé à ce trop plein de fibres. Donc, on réduit à fond les fibres au moins 2 jours, voire 3 jours avant la compète. On mange super simple. Donc, j'ai dit céréales raffinées, riz blanc, pâtes ordinaires, pain blanc. On garde l'équilibre alimentaire avec glucides, ce qui permet de faire un peu une charge glucidique, de faire un protocole où on augmente la quantité de glucides pour bien remplir les stocks d'énergie et de glycogène. Donc c'est très bien. On peut aussi choisir du pain blanc, certains légumes un petit peu en petite quantité, cuits et pelés. Ça, c'est important. Donc on évite tous les légumes avec de la peau et avec plein de graines. Donc vous pouvez tester les courgettes qui sont pas trop mal pour des faibles quantités de fibres, les carottes cuites, certains légumes en conserve. Il y a un peu de pommes de terre si elle est bien pelée qui peut passer aussi, bien cuite. Il faut bien faire cuire les aliments. Au niveau des fruits, c'est pareil, il y en a beaucoup qui posent problème. Donc à part le melon, les compotes et les fruits en conserve sans peau ni pépins,
Voilà, vous pouvez pas trop vous permettre de folie. Puis au niveau des protéines, bah, c'est simple, hein, viande, poisson, les œufs, le tofu, voilà. Vous vérifiez bien les étiquettes alimentaires pour connaître la teneur en fibres des aliments et pour pouvoir réduire votre quantité de fibres. C'est le meilleur, ça peut pas vous faire de mal si vous voulez. C'est pas ça qui va vous rendre malade. Au contraire, ça ne peut que vous aider à ne pas avoir de soucis digestifs pendant votre effort. Donc vraiment à appliquer, à mettre en place au moins 2 à 3 jours avant la course. C'est important et ça c'est pareil, idéalement vous le testez avant votre objectif. Donc ça peut être avant une course de prépa entre guillemets que vous avez calé dans votre calendrier et de temps en temps avant une sortie longue vous faites votre protocole pendant au moins une journée déjà pour voir. La veille vous le faites. Hein, c'est simple, vous mettez ça en place une bonne fois pour toutes, vous savez que tout est calé, comme ça vous avez juste le jour J à reproduire ce qui a fonctionné. C'est ça qui est important. Arriver serein le jour J pour reproduire ce qui a fonctionné. Donc ensuite, à l'effort, il y a aussi l'hydratation qui est importante. On l'a vu on a vu pourquoi avec les causes, et on sait que c'est important de prévenir la déshydratation. Donc déjà, on commence la course ou l'entraînement, si c'est un entraînement bien hydraté, vous buvez régulièrement de l'eau, les heures qui précèdent, vous buvez pas des quantités astronomiques, vous buvez bien. Il faut arriver avec suffisamment de liquide dans le corps pour pouvoir bien gérer les efforts prolongés. Ensuite, et ça c'est important parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on applique, vous devez boire entre 150 et 250 millilitres d'eau ou parfois ou de boissons de l'effort en fonction de vos choix, toutes les 20 minutes. Tout simplement parce qu'on a vu dans les études que c'est mieux de consommer en plus grande quantité les liquides toutes les 20 minutes, donc moins fréquemment, que de boire des petites quantités, des petites gorgées toutes les 5 minutes. Pourquoi? Parce que quand on boit plus d'un coup, on favorise la vidange gastrique. Donc on favorise le fait que votre estomac va pouvoir vider son contenu pour ensuite atteindre les intestins et digérer. Ça c'est super important parce que c'est un des problèmes quand on fait du sport et qui peut vraiment provoquer tout un tas de problèmes type nausées, vomissements, reflux et vraiment des remontées régulières. Donc c'est important de le préciser. J'ai dit 150 à 250 millilitres parce qu'en gros, on recommande entre 400 et 800 millilitres par heure à l'effort. Ça dépend des conditions climatiques. Forcément, plus il fait chaud, plus il faut boire. Plus vous transpirez, plus il faut boire. Plus vous êtes un gros gabarit, généralement, plus il faut boire. Chez certains athlètes, on parle des fois même de 1 litre par heure, ce qui est compliqué. Ça aussi, il faut s'entraîner parce que ça va distendre votre système digestif et vous verrez que dans le protocole Gut Training, on va travailler ça parce que sinon ça peut créer des douleurs. Et autrement, vous pouvez utiliser une boisson isotonique. Si vous le souhaitez, c'est mieux d'avoir quelque chose dans l'eau. Ça peut être un bidon d'eau et un bidon de boisson. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. Ce qui est bien, c'est d'avoir une boisson avec une combinaison de glucose et de fructose, avec un ratio glucose-fructose qui soit cohérent. Pourquoi on vous parle parfois de cette histoire de glucose-fructose dans les gels, dans les boissons, de l'effort? C'est tout simplement parce qu'on sait que dans notre système digestif, on a ce qu'on appelle des transporteurs. Ce sont c'est ce qui permet, lorsque les glucides arrivent, les différentes molécules, une fois qu'elles sont décomposées, d'intégrer, d'être absorbées par notre système digestif dans notre organisme pour ensuite être utilisé comme source d'énergie. Et donc, pour cela, on sait qu'on peut consommer une certaine quantité de glucose jusqu'à ce que ces fameux transporteurs soient saturés. Saturés, ça veut dire qu'il n'y en a plus assez. Et jusqu'à présent, on a plutôt observé que la limite était autour des 60 grammes de glucides par heure. Donc, si vous consommez plus que 60 grammes de glucides par heure, que sous forme de glucose, vous allez saturer votre système digestif parce qu'il ne va pas pouvoir absorber plus. Et là, quand ça stagne, ça crée une fermentation, ça crée des gaz, ça crée des ballonnements et ça crée tout un tas de problèmes digestifs. Donc c'est pourquoi quand on veut consommer plus, on ajoute du fructose avec. Parce que là, ce ne sont pas les mêmes transporteurs.
Et c'est pourquoi on voit parfois chez les athlètes de haut niveau des quantités de glucides astronomiques, 90 jusqu'à même 120, voire plus 120 grammes par heure chez les cyclistes, les sportifs de haut niveau. Kylian Jornet, qui a réalisé l'UTMB il y a quelques années et qui a gagné la course, et tournait entre 90 et 120 en fonction des moments de la course, grammes de glucides par heure. Attention, je vous précise, on verra que les recommandations sont différentes pour nous, monsieur tout le monde, mais c'est important parce que chez certaines personnes, consommer plus de glucides c'est bien, mais la combinaison glucose-fructose, elle peut manquer. Et en plus, on a vu dans les études que souvent quand on combine les deux, le système digestif gère mieux et la digestion se fait plus rapidement, on absorbe mieux les glucides. Donc il y a des ratios à respecter si jamais vous voulez vraiment tester tout ça. Je vous ai mis un lien dans la description de ce podcast vers un fichier, un guide que j'ai fait de la nutrition sportive avec, j'ai résumé vraiment toutes les bases de l'alimentation sportive et puis tout un tas de choses sur les ravitaillements, sur ce qu'il faut manger en cours, beaucoup de choses qu'on va voir ensemble là finalement, et notamment des recettes de boissons isotoniques, de gel, pour respecter les bons ratios, la bonne concentration, pour être sûr de ne pas avoir de soucis à cause de ça. Donc vous pouvez voir, sinon vous pouvez choisir les produits qui vous plaisent tout simplement, mais vous les testez à l'entraînement. Voilà pour l'hydratation. Ensuite, il y a les glucides à l'effort. À l'effort, on sait que c'est super important de manger. Manger sur des efforts supérieurs à 90 minutes. En dessous, c'est pas forcément pertinent. Donc si vous faites plus d'1 h 30 de sport, c'est intéressant de manger. Et plus c'est intense, plus il faut manger des glucides parce qu'on utilise beaucoup plus de glucides lorsque l'intensité augmente comparativement aux graisses. On verra si dans le podcast on aura le temps d'y revenir. Je pourrais parler un petit peu de ces histoires d'utilisation des glucides et des graisses à l'effort pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre. Toujours est-il que sur les efforts longs et sur les efforts intenses, on doit consommer des glucides parce qu'on n'a pas suffisamment de stock au sein de notre corps pour durer suffisamment longtemps sans exploser en vol. On en a besoin parce que souvent, tout simplement, au bout de 2 heures, on a plus ou moins épuisé les stocks si on mange pas. Donc, il faut manger à l'entraînement, mais aussi en course. Donc, c'est important d'avoir des sources plutôt faciles à digérer. Les ravitaillements, c'est très personnel. Ça dépend des gens, mais souvent, il faut chercher les choses qui sont simples, faciles à digérer. Là, c'est pas le moment d'aller chercher des aliments complets, compliqués, un peu trop naturels, et puis des aliments avec plein de fibres. Alors, il y a différentes écoles. Moi, je vous donne ce qui est censé fonctionner et qui a été beaucoup étudié dans les recherches scientifiques, qui est beaucoup pratiqué chez les athlètes de haut niveau. Après, si vous faites, si vous consommez pas beaucoup de glucides, vous pouvez sûrement vous permettre d'avoir des fibres, par exemple, dans vos produits diététiques. Mais globalement, c'est les gels énergétiques, boissons de l'effort, des petits bonbons exprès ou les bonbons classiques. Un peu de fruits de temps en temps ou des fruits secs si vous voulez changer un peu, avoir quelque chose de différent. Certaines barres, tant qu'il n'y a pas beaucoup de fibres, ça peut être bien. Il y a des purées aussi, mais attention, parce qu'il y a beaucoup de produits qui s'estampillent un peu plus naturels en termes pour les ravitaillements, qui en fait sont pas du tout adaptés aux sportifs, parce qu'il y a plein de fibres dedans, il y a des goûts et des saveurs très très bizarres. Et en plus, ça prend pas de sens que ça fournit pas suffisamment de glucides comparativement au poids du produit. Vous vous retrouvez avec plein de choses dans les poches et c'est très, c'est très problématique. Donc ça va s'entraîner, pouvoir s'alimenter à l'effort. Il va falloir s'habituer à ça. Et on va le voir grâce au protocole de gut training. Pourquoi c'est aussi important par rapport aux symptômes digestifs? Parce que vous allez me dire, mais attends, là tu nous dis de consommer des aliments pendant l'effort, mais d'un autre côté, c'est ce qui peut me rendre malade, quoi. Oui, effectivement. Le paradoxe, c'est que quand on entraîne le système digestif et qu'on consomme des glucides et qu'on s'hydrate correctement, ça a un effet protecteur sur la paroi intestinale. On l'a retrouvé dans les études. Parce que ça permet aussi, comme il y a des choses à digérer, à conserver un peu plus de sang au sein du système digestif et à relancer un peu les fonctions digestives. Donc ça a une influence positive, ça limite la perméabilité intestinale, ça limite l'inflammation, mais il ne faut pas dépasser votre seuil de tolérance. Et votre seuil de tolérance, il est actuellement à un certain niveau et chaque personne est différente. Peut-être que chez vous, si vous mangez une barre ou deux, ou un gel et une barre par heure, vous commencez déjà à avoir des petits soucis.
Bah ça, c'est votre seuil de tolérance actuel. Et grâce au gut training, on va l'augmenter. On va pouvoir faire mieux. Mais au départ, on essaie de respecter cette règle de on consomme des glucides pendant les efforts supérieurs à 90 minutes. Et pour cela, on essaie de commencer par petit au départ pour voir et on augmente progressivement jusqu'à ce qu'on sente que on atteint notre seuil de tolérance. Peut-être 15-20 grammes de glucides 2 à 3 fois par heure, toutes les 20 à 30 minutes. Donc un gel, une barre, une banane à l'entraînement si vous le souhaitez. Voilà, on teste pour voir. Et ça va être bénéfique. Et bien entendu, pour augmenter votre seuil de tolérance, en fait, il va falloir pratiquer ce qu'on appelle le gut training. Ce gut training, c'est en fait un entraînement du système digestif. On va progressivement augmenter la quantité d'aliments, principalement riches en glucides, et de liquides qu'on va ingérer pendant l'effort, au fur et à mesure de votre préparation, en suivant un protocole bien précis sur plusieurs semaines, afin d'arriver le jour J entraîné, pour pouvoir tolérer et absorber beaucoup plus au niveau alimentaire et au niveau d'hydratation, sans pour autant tout simplement souffrir de symptômes digestifs. Et donc cet entraînement, il faudra le mettre en place dans votre prépa. Et également, le gros intérêt, c'est que ça va vous permettre de tester différents aliments, différents produits, d'apprendre à vous connaître et à savoir ce que vous allez pouvoir tolérer, pas tolérer, avoir une vraie stratégie nutritionnelle de course. Comme ça, vous aurez vraiment tout en place, à savoir tout ce qu'il faut manger en amont avant la course, comme on l'a vu au début, puis la veille de la course, puis le dernier repas de course, et également vous serez calé sur ce que vous avez besoin de boire et de manger et quels produits pendant la course. Tout ce qui correspond, tout ce qui est associé à ce fameux gut training, je vais le développer dans mon futur podcast, dans l'épisode du mois prochain, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de complet, parce que ça mérite un épisode en soi. On doit détailler les différents éléments du gut training. Et puis moi, ce que je veux, c'est surtout vous donner les conseils pratiques pour que vous puissiez les mettre en place au quotidien. Donc je vous présenterai pour chaque semaine ce que vous allez pouvoir faire au cours de votre prépa et le fameux protocole de gut training pour vraiment vous aider à résoudre vos problèmes digestifs avec l'ensemble de la stratégie à mettre en place. Il y a 3 petits éléments encore à connaître qui sont des adjuvants à ce qu'on vient de voir. Ce sont éviter la prise de médicaments en course, à l'effort, à l'entraînement également, c'est pareil. On ne prend pas d'aspirine, on ne prend pas d'antidouleur, on ne prend pas d'anti-inflammatoire, on ne prend pas tout ce qui est ibuprofène, kétoprofène et toute la clique. Ça, c'est terrible pour les fonctions digestives, c'est dangereux pour la fonction rénale à l'effort. Stop. Surtout, ça, on arrête. C'est pas dans mes habitudes de donner ce genre de recommandations très strictes, mais là, on peut pas jouer avec ce genre de choses. Malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, notamment dans les ultras quand ils ont des douleurs à droite à gauche. Voilà, faites pas n'importe quoi. Faites pas n'importe quoi. Ensuite, quand on a des soucis digestifs ou parfois on veut même les prévenir, on en a marre et on se dit je vais prendre un médicament. Là, c'est pareil. Franchement, les médicaments, il y a eu des études, notamment les antidiarrhéiques comme l'imodium, les inhibiteurs de la pompe à protons pour les reflux comme l'oméprazole. Pas d'efficacité réelle sur des efforts physiques et en plus souvent c'est pas bien testé sur des efforts prolongés et intenses, on sait pas ce que ça peut donner. Puis en plus ça perturbe la fonction digestive. Donc si d'un côté vous prenez ces médicaments puis de l'autre vous essayez de manger plus, il y a quand même un gros risque que ça soit une incohérence totale et que ça mette un bazar pas possible. Donc surtout pas d'automédication. Vous voyez avec votre médecin si vraiment vous voulez mettre des choses en place, vous voyez avec lui. Mais généralement, c'est pas ça qui fonctionne. On sait que même chez les sportifs de haut niveau, ils prennent pas des médicaments pour mieux digérer à l'effort. Au contraire, ils essaient de laisser les fonctions digestives, une fois qu'elles seront bien entraînées, faire leur boulot et ne pas les perturber. Par contre, si vous avez un traitement médical en cours, vous en parlez à votre médecin pour savoir si vous pouvez le conserver pendant l'effort, si ça pose pas de problème, parce que certains médicaments peuvent avoir des impacts sur la fonction digestive, il y en a beaucoup parmi les effets secondaires, donc ça peut aussi créer problème, donc à vous de faire le tri. Un autre élément, c'est le stress et l'anxiété. On a vu au travers des études que
Forcément, quand on arrive stressé et anxieux le jour de la course, on a plus de risque de souffrir de troubles digestifs. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément de problème à l'entraînement, mais qui ont toujours des problèmes en course, notamment à cause du stress. Donc forcément, avec l'expérience, la pratique, à force de faire des compétitions, vous allez être de moins en moins stressé, et ça va aider. Mais on sait que le stress, ça perturbe le système digestif, que ça perturbe le système nerveux, orthosympathique, parasympathique, c'est lui qui vient réguler un peu les fonctions digestives, qui les relance ou qui les calme. Et en cas de stress, ça vient mettre un petit peu le bazar dans tout ça quand il y a un stress trop important. Ça peut être le cas aussi au quotidien, si vous avez vraiment tout le temps un fond de stress et d'anxiété, travaillez là-dessus. Il y a tout un tas de troubles gastro-intestinaux qui peuvent être justifiés par ça. Commencez par des choses simples, relaxation respiratoire avec un mouvement abdominal du ventre, tout simplement, avec vraiment des exercices sur 5-10 minutes. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube sur la respiration abdominale, vous pouvez la retrouver. Et puis j'ai surtout fait un dossier complet sur le sport, la digestion, le gut training. Je vous mets les liens indispensables dans la description du podcast pour que vous puissiez retrouver ces différents dossiers. Vous avez à chaque fois les liens sur tout ce dont je parle, notamment cette fameuse vidéo, etc. Dernier point, et c'est souvent malheureusement celui qu'on choisit en première intention, alors que c'est celui qui est le moins efficace, c'est de tester un complément alimentaire. Alors, faut bien comprendre qu'il y a quasi aucun complément alimentaire qui est vraiment efficace pour les symptômes digestifs. On a trouvé quelques résultats un peu intéressants, je dis bien un peu intéressants, parce que c'est pas dingue, avec deux. Un, les probiotiques. Donc souvent le protocole testé qui semble pouvoir donner des résultats, c'est 4 semaines minimum avant la course, avec suffisamment de lactobacillus et de bifidobacterium. Plus il y a de milliards de bactéries de contenu à l'intérieur, mieux c'est. Là, vous pouvez tester ça pour voir éventuellement si ça peut vous soulager. Personnellement, ça me soulage. Est-ce que c'est placebo? Est-ce que ça l'est pas? Je ne sais pas. Mais ça m'a jamais soulagé tant que j'avais pas travaillé sur le fond. C'est-à-dire que si j'avais pas corrigé ce que j'ai corrigé dans mon quotidien et en appliquant le gut training, les probiotiques faisaient quasi rien. Mais là, je vois comme si c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc ça dépend des gens, il y a des gens ça leur fait strictement rien, et dans les études je vous dis c'est pas délirant, il n'y a pas énormément de preuves. Idem avec la glutamine, la glutamine qui peut être utilisée parce qu'elle semble avoir un impact intéressant sur la fonction et la paroi digestive. Mais les protocoles, c'est pas très clair, pas très établi. On parle de 2 semaines de protocole, 15 à 30 grammes minimum, 15 grammes minimum apparemment, et jusqu'à même 30 grammes pour avoir un max de résultats tous les jours pendant 2 semaines. C'est vraiment particulier, il faut être sûr du complément qu'on prend, donc c'est pas quelque chose je vous recommande. Et tout le reste, il n'y a pas d'impact sur la fonction digestive, donc ne cherchez pas la pilule miracle, malheureusement il n'y en a pas ici. Donc oubliez pas, choisissez pas cette solution en vous disant ça va être magique, miracle, j'ai rien d'autre à changer. Malheureusement ça sera pas le cas. Voilà, maintenant qu'on a bien détaillé ce que vous pouvez faire au quotidien, tout ce que vous pouvez mettre en place en amont de la course, également un peu le jour J. Malgré tout, même si vous suivez toutes les recommandations qu'on vient de voir, vous mettez tout en place, vous êtes bien entraîné, vous avez tout ce qu'il fallait et vous êtes serein, il peut se passer des soucis le jour J. Ça peut arriver aussi, malheureusement, que le jour J, malgré tout, vous ayez quand même certains symptômes digestifs. Tout ce qu'on vient de mettre en place et que vous allez utiliser, bien entendu, ça va vous aider grandement à soulager vos symptômes. Mais c'est pas dit que ça les résolve complètement. Il y en a chez qui ça fonctionne à 100%, mais il faut pas oublier que faire des heures et des heures d'efforts, notamment si vous faites du trail ou des courses à pied très longue distance, c'est compliqué de ne pas avoir du tout de problème digestif. On passe par des phases où on peut avoir des petits soucis, puis ça se calme, puis ça revient. D'où l'intérêt de connaître les stratégies qu'on va voir, que vous allez pouvoir utiliser le jour J. En gros, c'est les réflexes à avoir quand vous sentez que finalement les symptômes commencent à se manifester, et voire même ce que vous pouvez faire en prévention.
Donc vous êtes en course, vous vous sentez bien, tout se passe bien, vous suivez votre plan nutritionnel que vous avez testé à l'entraînement, tout est ok, vous êtes content. Puis au bout de 3, 4, 5 heures d'effort, vous vous rendez compte que vous commencez à avoir des petits soucis, vous avez l'impression que ça commence à pas être parfait et même que vous commencez peut-être à être un peu écœuré, à avoir des difficultés. Là, c'est le moment de ne pas paniquer. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu à l'entraînement, donc l'intérêt de connaître les stratégies qu'on va développer, c'est que vous allez aussi pouvoir les tester à l'entraînement en amont pour pouvoir, voilà, quand vous êtes bien à l'écoute de votre corps et vous ressentez certaines choses, vous mettez ça en place tout de suite. Et ce sont juste des réflexes. Donc le jour J, vous ne paniquerez pas forcément, vous paniquerez beaucoup moins en tout cas, si vous connaissez ces stratégies et que vous les avez testées à l'entraînement. La première chose, le premier réflexe, quand on commence à voir que ça bug un peu, continuez à vous hydrater. Là, c'est vraiment important parce qu'on a vu que la déshydratation, ça augmentait les symptômes. Ça risque de les amplifier. Donc, vous continuez à boire au moins de l'eau avec un peu d'électrolyte. 150-250 ml toutes les 20 minutes, comme on l'a dit, pour faciliter la vidange gastrique. Et par contre, quand on dit électrolyte, en soi, vous avez juste besoin d'un petit peu de sodium. Hein, ça sert à rien d'en prendre des tonnes. C'est vraiment juste un peu de sodium, 500 mg, grand max 1 gramme par litre. Les autres électrolytes n'ont pas montré leur efficacité ou leur preuve ou leur intérêt à l'effort. Il y a eu des travaux récents, notamment par un chercheur australien, Alan McCubbin, qui travaille avec l'université de Monash, avec qui j'ai eu la chance de collaborer, qui m'a beaucoup appris, notamment beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui dans ce podcast, et qui a vraiment analysé tout cet aspect hydratation et prise d'électrolytes pendant l'effort, voir si c'était réellement bénéfique en analysant toutes les données. Et il s'est avéré que c'était vraiment pas forcément très bénéfique de surcharger en électrolytes, voire pas du tout. Et c'était surtout un peu de sodium qui pouvait être pertinent, surtout si ce sont des efforts très longs, qu'on boit beaucoup sous forte chaleur, éventuellement chez les gens qui perdent beaucoup de sel. Mais dans le doute, c'est mieux d'en prendre un petit peu parce que ça peut faciliter l'absorption et une meilleure hydratation. Mais inutile de vous ruiner en soi. Pour le deuxième réflexe, vous allez pouvoir réduire votre apport alimentaire. Vous pouvez tester de diminuer un petit peu la quantité d'aliments que vous prenez. C'est pas forcément pertinent de stopper. Le problème, c'est que si vous stoppez complètement, au bout d'un moment, ça peut être pire. Parce que votre système digestif, comme il n'y aura plus rien dedans, vous aurez le ventre vraiment vide, et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va, votre système digestif va être encore moins fonctionnel, il y aura peut-être encore moins de sang, et on a vu que quand on consomme un peu de glucides à l'effort, on permet de conserver un peu les fonctions digestives, on les protège aussi un petit peu. Donc là, on va réduire la quantité, on va s'orienter vraiment vers des aliments qui sont plutôt liquides, boissons de l'effort et gel. C'est pourquoi, même si vous aimez peut-être pas forcément ça, je vous recommande malgré tout d'avoir ça dans votre stratégie nutritionnelle avant d'avoir vos symptômes. En temps normal, quand vous allez sur une course, essayez au moins de consommer un peu de boisson et ou un peu de gel. Parce que dans les moments où ça va plus, vous pourrez au moins compter là-dessus pour continuer à vous alimenter. Ça fonctionne pas chez tout le monde, c'est pourquoi il faut tester, mais c'est souvent mieux que si vous testez du solide, parce que quand les problèmes digestifs se manifestent, parfois on peut plus avaler en fait. On est vraiment bloqué. Donc boisson, gel, et en termes de quantité, vous pouvez peut-être faire la moitié de ce que vous avez l'habitude ou les 2/3. Voyez un peu comment vous le sentez. Toutes les 20-30 minutes, vous essayez de prendre, alors soit si vous avez votre boisson et vous continuez à vous hydrater, ça se fait naturellement, sinon vous prenez peut-être un gel toutes les demi-heures, et ce sera le minimum, 20-25 grammes toutes les demi-heures, le minimum sur lequel il faudrait compter. Si vraiment ça passe pas du tout, même ça, tant pis, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de simplement vous hydrater, et là c'est mieux d'avoir un peu de boisson d'effort. Ensuite, il y a aussi cette histoire de troisième réflexe, c'est de tester d'autres goûts et d'autres saveurs. Parce que parfois, on se retrouve un peu coincé, on n'arrive plus à consommer du sucré, on est écœuré, surtout après des heures et des heures d'effort.
C'est quelque chose qui est compliqué à gérer et qu'on peut pas souvent ressentir à l'entraînement parce qu'on fait pas assez long pour vraiment être écœuré. Et cet écœurement, ça va favoriser l'apparition des troubles digestifs. Donc pour rompre vraiment le cercle vicieux, on va essayer de faire varier un peu les goûts, les saveurs et les textures. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer peut-être un peu de prendre quelques aliments salés. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre beaucoup là, c'est des petites quantités, juste pour tricher un peu avec les papilles gustatives, on va dire, et juste essayer d'amener d'autres choses que du sucré. Des aliments salés, pourquoi pas des chips ou des biscuits apéros salés, vous en prenez un petit peu dans votre bouche. Vous pouvez également prendre des choses qui sont un peu plus croquantes, quelques petits fruits secs salés, ou des amandes salées, des cacahuètes salées, un petit peu aussi pour avoir du croquant, un petit peu pour vraiment changer, activer la mastication parce que parfois on a besoin de remastiquer un petit peu, on a cette envie. Ça peut être un petit peu de source de protéines, type du jambon un peu salé, avec un petit bout de pain, voilà, des choses simples, mais juste un peu pour changer les goûts et les saveurs. Et chez certaines personnes, quand il y a beaucoup de nausées, il y a un écœurement, une lassitude, le gingembre peut fonctionner. Vous pouvez mâcher un petit peu le gingembre avec des petites gommes à mâcher au gingembre qui peuvent exister. Et il y en a qui testent aussi des goûts très bizarres et très plutôt acides, amers. Le jus de cornichon, par exemple, chez certaines personnes, ça fonctionne. Vous prenez un petit peu de jus de cornichon dans une petite, un tout petit récipient, du vinaigre un peu quoi. Vous en prenez un petit peu et parfois ça change du sucré, ça donne une information différente au cerveau et ça vient rompre un peu le cercle vicieux. Ça c'est pas forcément testé dans les recherches scientifiques beaucoup, mais c'est plus des choses que j'ai pu entendre dans les différentes interviews des athlètes un peu de haut niveau ou amateurs qui ont des soucis et qui ont testé autre chose. Ensuite, quatrième réflexe, se refroidir pendant l'effort. Hyper important parce que quand on fait un effort physique, plus l'effort est intense, plus il fait chaud et plus notre température corporelle elle va augmenter. Et pour contrer ça, on va en plus devoir suer de plus en plus et cette sudation risque de se déshydrater, de nous déshydrater, pardon. Donc on continue à s'hydrater comme on l'a vu, mais en plus de ça, on veut aussi diminuer la chaleur parce que quand on fait un effort intense, on est obligé de dépenser plus d'énergie pour fournir cet effort. Plus on dépense d'énergie, plus on dégage, on produit de la chaleur dans nos cellules. Et donc cette chaleur, elle doit être dissipée. Mais quand cette chaleur est présente dans notre corps, elle augmente aussi à l'effort notre température corporelle. On a vu que à une certaine température corporelle, on a vraiment une énorme majoration d'augmentation des troubles digestifs. Donc idéalement, c'est vraiment important de bien vous refroidir. Donc dès que vous pouvez, quand il fait chaud, avant même d'avoir des soucis, vous essayez de vous arroser. S'il y a de la glace dans les ravitaux, vous mettez de la glace et c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'athlètes se refroidir parce qu'en plus de prévenir les symptômes digestifs, ça permet aussi d'avoir de meilleures performances parce que quand on atteint une température corporelle trop élevée, on a le corps un peu qui a tendance à s'éteindre, le moteur qui se tourne en off et là il n'y a plus de son, plus d'image, on peut plus beaucoup avancer. C'est pour ça qu'on voit tout le temps maintenant beaucoup de glace chez les athlètes de haut niveau, que ce soit dans le cou, sur le dos, derrière au niveau du sac. Mais vous pouvez commencer par, dès que vous voyez de l'eau, vous arrosez votre casquette, vous mettez du frais, vous arrosez un peu vos cuisses. Voilà, vous essayez de diminuer votre température en vous refroidissant, en vous arrosant. Ensuite, dans la continuité, cinquième réflexe, c'est de ralentir pour réduire l'intensité de votre effort. Parce que comme on vient de voir, plus votre effort est intense, plus vous dégagez de la chaleur, plus votre température corporelle peut augmenter et plus vous allez majorer vos troubles digestifs. Donc sur des efforts courts de moins de 2 heures, en soi, c'est pas trop gênant parce qu'on n'observe pas beaucoup de problèmes digestifs. Mais pour des efforts vraiment longs, de plusieurs heures et très longs, là c'est un problème. On peut faire une surchauffe quand on part trop vite et donc après derrière on a du mal à corriger le tir parce que on a vraiment perturbé les fonctions digestives et après pour les relancer c'est compliqué. Donc au départ vous gérez bien votre effort, vous partez pas comme des balles, vous essayez de ne pas vous mettre en surchauffe,
Ça, c'est super important. Et puis c'est hyper important aussi pour votre performance, c'est ce qui va vous permettre, en gérant bien votre allure tout le long, de finir bien mieux votre effort. Parce que déjà on part tous trop vite. Donc dites-vous, même si vous vous dites ça va, je prends mon temps, sûrement que vous partez trop vite. Donc laissez-vous doubler par tout un tas de monde, vous les rattraperez plus tard. Et puis de toute manière, les courses longue distance, c'est surtout des courses contre soi-même. Donc concentrez-vous sur vous. Et puis vous essayez, pour avoir une aide un peu plus précise, c'est de rester plutôt dans votre zone d'endurance. Si vous sentez que vous essoufflez vraiment pas mal et que votre respiration, au lieu d'être simplement profonde mais contrôlée, que vous pouvez encore assez bien communiquer, parler, elle passe à une respiration plus saccadée, plus rapide, plus fréquente, et que vous sentez que vous avez du mal à parler, que vous avez juste des petits mots qui peuvent sortir, là c'est que vous allez trop vite. Sur des efforts longs, on ne peut pas se permettre, même en début de course. On reste en zone d'endurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, chez la plupart des gens, c'est on peut, si vous avez votre cardio, rester en dessous de 75-80% de votre fréquence cardiaque max. Pas simple le jour de course, parce que souvent on a 5-10 pulsations de plus que ce qu'on a en temps normal à l'entraînement, avec l'excitation, le stress, etc. Donc c'est aussi pour ça que je vous ai donné ce repère avec la respiration. Et quand vous faites votre effort, vous restez au max à cette zone-là. Et vous essayez de bien respirer, bien ventiler et ne pas vous mettre en surchauffe. Et dans la continuité, le dernier réflexe et le 6e réflexe que je vous propose, c'est de vous mettre à marcher pour limiter les secousses. Avant même que vos symptômes soient trop importants et que ça vous fasse trop mal, commencez par alterner de la marche et de la course en prévention. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment jouer là-dessus parce que ça permet de diminuer les chocs et ça permet aussi un peu au sang de retourner plus facilement. Parce qu'en plus de diminuer les chocs, souvent quand vous marchez, votre intensité de l'effort diminue. Et donc on joue sur les deux plans et on fait d'une pierre deux coups. Et donc, surtout en trail, essayez de marcher. Marcher en côte le plus possible plutôt que de vous embêter à courir alors que vous voyez que vous allez pas forcément beaucoup plus vite. Gardez du jus plutôt pour les descentes parce que ce qui est bien, c'est de pouvoir quand même continuer à courir en descente tant que possible. Mais le réflexe, c'est vraiment de vous mettre à marcher parce que ça va grandement vous aider à vraiment avoir que ça soit en termes de prévention, mais encore en plus ralentir les symptômes digestifs, voire même les contrer. Donc voilà, ça vous fait des stratégies intéressantes à mettre en place. Après, on a tous des problèmes différents et on a tous des solutions qui peuvent être différentes. Là, c'est la base. Ça, vous pouvez le tester. Il y a des choses qui vont plus ou moins bien fonctionner chez vous par rapport à tout ce qu'on a vu en amont. Ça fait beaucoup d'informations. Mais c'est important de les connaître parce que là déjà il y a des choses qui vont vous parler et ces choses-là vous allez pouvoir les tester dans votre quotidien. Vous allez pouvoir les tester à l'entraînement. Vous allez pouvoir les tester avant vos compétitions. Peut-être même sur vos compétitions moins importantes pendant vos phases de prépa. C'est vraiment crucial parce que trop souvent on se concentre beaucoup sur nos entraînements, sur notre prépa, sur nos sorties longues, sur nos intenses. Vraiment sur tout ce qui est associé à l'entraînement, les intensités, est-ce qu'on les fait vraiment à la bonne intensité, à la bonne allure, est-ce que on fait suffisamment de dénivelé, etc. C'est important, mais le problème c'est qu'on néglige cet aspect alimentaire qui est tout aussi important sur des efforts longue distance. Et comme certains disent, parfois on peut considérer que les épreuves d'ultra c'est plus ou moins une compétition alimentaire. C'est à celui qui arrivera à aller le plus vite tout en mangeant et en buvant le plus, ou quasiment. Donc, même si vous êtes amateur, vous n'avez pas le niveau élite ou professionnel, il faut manger à l'effort. Grosso modo, il est pertinent à mon sens et par rapport aux recommandations qu'on peut voir dans la littérature scientifique, de consommer au minimum 50 à 60 grammes de glucides par heure. Voilà. Ça, c'est ce qui semble pertinent chez un coureur, on va dire, niveau faible à moyen, qui est milieu de paquet ou fin de pack. En dessous, c'est très, très limite, malgré tout, sur des efforts longue distance. Et je vous conseille, en tout cas, de tester d'aller au moins jusqu'aux 60 grammes par heure.
Au-delà, c'est encore mieux, entre 60 et 90 sur les efforts vraiment longue distance. Et d'autant plus si vous commencez à avoir voilà, des efforts très longs et où vous êtes quelqu'un qui va un peu vite, c'est-à-dire que vous êtes milieu début de paquet. Puis si vous êtes vraiment élite, c'est là où on peut voir des 80, 90, voire même un peu plus de glucides par heure. Ça, on va le développer dans le podcast que je vais vous partager, le prochain, sur le gut training avec le protocole, où je vous donnerai vraiment les quantités de glucides par niveau et également le protocole pour augmenter progressivement à l'entraînement vos quantités, comment faire, quels produits choisir, etc. Donc ça va être très complémentaire de ce qu'on vient de voir. C'est important de commencer par tout ce qu'on a vu dans cet épisode, tout simplement parce qu'on fait, comme je vous l'ai dit, souvent l'erreur de se concentrer que sur ce qui se passe le jour J, que ce qu'on mange pendant l'effort et en course, et on néglige tout l'aspect qu'il y a en amont autour. Mais le plus important, c'est de bien régler ce qui se passe au quotidien. C'est là où si votre système digestif il fonctionne bien au quotidien, qu'il est en bonne santé, que votre flore intestinale elle est en bonne santé parce que vous lui donnez les bons aliments, que vous récupérez bien, que votre corps est reposé, il y a de très fortes chances qu'il fonctionne bien. Déjà. Et à l'inverse, il y a peu de chances que ça se passe bien à l'entraînement si vous ne faites pas ce qu'il faut au quotidien. Et ensuite, bien entendu, le jour J, il ne faudra pas faire d'erreur, il faudra avoir pratiqué tout ce que vous voulez tester. Donc c'est vraiment pertinent de prendre du temps pour utiliser tout ce qu'on vient de voir. Je vous invite à bien consulter les liens que j'ai mis en bas du podcast, notamment pour retrouver les articles qui redonnent les informations clés qu'on vient de voir, qui les résument, les différents liens qui peuvent être utiles pour vous faciliter la tâche et pour vous aider à appliquer ce qu'on vient de voir. Et également mon guide de la nutrition pour les sports d'endurance où j'ai regroupé vraiment tout ce qui est important, que ça soit pour l'alimentation quotidienne et ou le jour J en course. Et là, ça va aussi beaucoup vous aider parce que vous pourrez avoir des idées même pour les ravitaux, les recettes, en plus de ce que vous devez potentiellement vérifier au quotidien. C'est un guide PDF que vous pouvez télécharger et qui pourra vous être fortement utile. Si vous avez voilà des questions, des suggestions, des commentaires, vous me contactez. Vous pouvez laisser un commentaire en bas de ce podcast ou vous pouvez directement me contacter sur mon site internet toutpourmasanté.fr. Je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez apprécié le podcast, si vous voulez me soutenir, le mieux c'est quoi? C'est tout simplement de liker, de vous abonner à la chaîne et également de partager ça autour de vous si vous trouvez que c'est pertinent, utile et que ça prend du sens et que ça peut aider aussi les sportifs autour de vous. Et puis également, n'hésitez pas à consulter les différents programmes que je propose sur mon site internet, que ça soit pour rééduquer les blessures classiques du sportif, mais aussi certains programmes d'entraînement, notamment en vélo, mais aussi en renforcement musculaire, en course à pied, en trail. Voilà, sur mon site toutpourmasanté.fr. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre écoute, pour votre fidélité et aussi pour votre confiance. N'oubliez pas qu'on fait du sport pour le plaisir avant tout, donc ne vous prenez pas non plus trop la tête à tout le temps vouloir faire tout parfaitement. Essayez de garder toujours à l'esprit que on fait ça pour le plaisir. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est important parce que ça vous permettra de prendre plus de plaisir. Parce que courir avec moins de galères, moins de douleurs et moins de symptômes, c'est quand même plus sympa et surtout, on est nombreux à ne pas pouvoir réaliser vraiment nos objectifs et nos rêves à cause de tout ça. Donc, quand on est sportif, on vit essentiellement au travers de tout ça. C'est un peu ce qui nous motive, ce qui nous fait aller de l'avant. Ça nous aide aussi dans notre équilibre de vie au quotidien, dans notre bien-être. Donc ça vaut le coup de passer du temps là-dessus. Peut-être encore plus que de vous prendre la tête avec ce que vous faites à l'entraînement. Tant que vous êtes régulier à l'entraînement, c'est le plus important. Et tout ça, ça vous aidera bien entendu à être plus performant parce que vous allez améliorer la qualité également de votre alimentation. Et ça va vous aider aussi à améliorer votre récupération, à mieux vous préparer et vous verrez que vous serez gagnant. Donc essayez de concentrer votre effort et votre énergie cette année sur ça, sur cet élément-là. Je vous dis pas d'arrêter de vous entraîner, mais de faire un peu plus, de mettre un peu plus de légèreté dans vos entraînements en gardant surtout une fréquence
en étant régulier. Et puis, finalement, dépenser un peu d'énergie, un peu plus en tout cas, garder de l'énergie pour tout cet aspect alimentaire et le gut training qu'on verra dans le futur épisode. Voilà, je vous remercie encore et puis surtout, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à bien vous entraîner parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite.